Chers étudiants, bonjour. Alors ce cours s'inscrit dans le cadre du module Gitologie et prospection minière. C'est en fait la deuxième partie de ce module. Semestre 6, filière sciences de la Terre et de l'univers. Cette partie sera consacrée à l'étude de différents types de gisements, depuis la source jusqu'à la concentration finale. Alors, je commencerai par donner quelques notions, des rappels sur des notions fondamentales qui vous permettront de mieux comprendre et appréhender ces mécanismes. On ne peut pas parler de gitologie sans parler de la notion de gisement. Alors un gisement, comme vous le savez, c'est une concentration locale anormale de substances utiles qui sont ailleurs diffuses. Locale parce qu'au niveau du gisement, le volume est réduit. Les substances utiles sont dispersées dans le globe, mais au niveau du gisement, le volume est réduit. Alors ce qui nous amène à la notion de minerai. Un minerai, c'est quoi? Donc c'est un minéral ou une association de minéraux qui contiennent une substance utile susceptible d'être utilisée en industrie. Nous avons des exemples là. Nous disons par exemple que la galène c'est un sulfure de plomb. La galène est exploitée pour le plomb. On extrait le plomb à partir de la galène. Mais le plomb n'est pas le seul élément qui est extrait à partir de la galène. Une galène peut contenir en trace des substances comme l'argent, ce qui va donner une valeur ajoutée à cette galène. Les galènes marocaines, par exemple, sont argentifères, ce qui leur donne une valeur importante par rapport à leurs équivalentes dans le monde. Deuxième exemple, la sphalérite ou blinde, c'est un sulfure de zinc. On extrait le zinc à partir de la sphalérite. Nous disons donc que la sphalérite, c'est un minerai de zinc. Pareil, on peut trouver des éléments en trace comme le cadmium, l'indium et le germanium, qui sont des éléments en trace qu'on peut trouver à l'intérieur de la sphalérite et qui vont donc donner une valeur ajoutée à ce minerai. La pyrite, c'est un sulfure de fer. Mais paradoxalement, on n'exploite pas le fer dans la pyrite. C'est un sulfure de fer. L'utilisation, c'est la fabrication d'acide sulfurique. Si on veut extraire du fer, il faut plutôt aller le chercher du côté des oxydes de fer comme la magnétite, l'hématite et la goethite. La chalcopyrite, donc c'est un minerai et un minerai aussi très important. Il est très dominant. C'est le principal minerai de cuivre. C'est le minerai à partir duquel on extrait la plus grande partie de cuivre. Nous le verrons lorsqu'on étudiera les gisements de type cuivre. La magnétite, donc, dans la catégorie des oxydes, la magnétite, c'est un excellent minerai de fer. Les teneurs peuvent dépasser les 60%. Alors, nous venons de voir la notion de gisement. Sachez que les concentrations minérales ne sont pas réparties de manière fortuite à l'échelle du globe. Il y a ce qu'on appelle des lois de répartition des concentrations minérales. Les géologues actuellement savent où chercher de l'uranium, savent où chercher de l'or, ainsi de suite. Alors parmi ces lois, nous voyons ici par exemple les zones du globe où peuvent se former ce qu'on appelle les latérites ou les altérites. Alors, ce type de sol ne peut se développer que dans un climat chaud et humide, c'est-à-dire un climat intertropical. Et en relation avec ces sols, nous avons des catégories particulières de gisements. Par exemple, les bauxites, qui sont des gisements d'aluminium, ou les latérites à nickel, donc le nickel oxydé, nous verrons tout à l'heure le nickel sulfuré, qui vont donc être associés à ce type de sol. Et donc, d'un point de vue paléogéographique, là où il y avait des sols qui correspondaient à ce climat, on a beaucoup de chances de trouver des concentrations d'aluminium et de nickel oxydé. Alors ici, nous avons ce qu'on appelle les récifs, mais nous, on parle de paléorécifs. Les paléorécifs qui se forment donc aussi en relation avec des conditions climatiques particulières et dans des zones paléogéographiques particulières. En relation avec ces paléorécifs, nous pouvons trouver des gisements de type blanc-zinc. Donc, il est facile de chercher ce type de gisement en ciblant ces paléorécifs. Alors, autre catégorie de lois, ce qu'on appelle les ceintures minérales. Ceintures parce que ça a la forme cyclique. Alors, ce sont des ceintures qui sont disposées autour de cratons. Les cratons, vous savez que ce sont des portions stables de la lithosphère qui sont épaisses et sont stables du point de vue magmatique, tectonique, ainsi de suite. Mais le pourtour des cratons
connaissent une activité hydrothermale, une activité tectonique très très importante. Et en métallogénie, lorsqu'on parle de fluide, de tectonique, ce sont les zones où nous avons une grande chance de trouver des concentrations minérales. Vous avez ici, par exemple, dans le continent africain, ça existe sur tous les continents, quatre grandes structures, quatre grands cratons. Ce qui nous intéresse, c'est le craton ouest africain. Pourquoi? Parce qu'il est limitrophe des zones sud du Maroc, notamment l'anti-Atlas et le Sahara marocain. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans ces zones, l'anti-Atlas par exemple, nous avons une grande diversité de gisements et une grande quantité de minéralisation, or, nickel, chrome, cobalt, etc. Une autre loi de répartition, c'est ce qu'on appelle les périodicités ou les rythmicités. Vous voyez ici que nous avons une alternance de niveaux rouges qui sont riches en fer et de niveaux blancs ou noirs qui sont riches en silice. C'est ce qui caractérise les gisements de type BIF, BIF, Banded Iron Formations, les gisements ferrifères rubanés. Les alternances sont millimétriques, mais elles peuvent atteindre une épaisseur d'1 kilomètre, une extension latérale, parfois qui va jusqu'à 1000 km. Alors, cette alternance n'est pas fortuite. Nous allons le voir dans le cas d'un autre enregistrement pour les gisements de fer, et nous allons donner l'explication de cette périodicité. Alors, une notion très très importante, c'est la notion de processus génétique, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels se forme une concentration minérale. Alors, notons qu'il y a globalement deux grands groupes de processus. Des processus ou des mécanismes liés à des mécanismes qui sont internes ou endogènes. Ce sont essentiellement des processus magmatiques, hydrothermaux et métamorphiques. Par opposition, nous avons les processus liés à des mécanismes externes, c'est-à-dire à la géodynamique externe ou exogène. Alors, dans cet enregistrement, nous allons nous focaliser sur les processus ou les mécanismes internes et plus particulièrement sur la ségrégation magmatique. Nous allons voir à la fin de cet enregistrement deux exemples de gisements qui sont formés par ce mécanisme. Alors, rappelez-vous, la cristallisation fractionnée, ce sont deux notions que vous avez vues pendant la session d'automne en relation avec le cours de pétrologie magmatique. Donc, nous allons parler de cette cristallisation fractionnée et de l'immiscibilité. Mais rappelons que la cristallisation fractionnée, alors lors de la montée ou de l'ascension d'un magma, avec la diminution de la température, nous avons deux types de processus qui interviennent. La cristallisation fractionnée, c'est la séparation solide-liquide, c'est-à-dire vous avez des cristaux qui vont se séparer, qui vont se former avec le refroidissement et qui vont donc se sédimenter à la base de la chambre magmatique. Et puis, il va rester un liquide résiduel. Bien entendu, ce liquide résiduel aura une composition différente du liquide initial. Et au fur et à mesure, les cristaux vont se former. C'est une séparation solide-liquide. L'immiscibilité, alors c'est un terme qui est assez courant, on parle aussi de liquation. Pour le comprendre, vous pensez à l'immiscibilité entre l'huile et l'eau. Pareil, dans certains magmas, dans certaines conditions que nous verrons tout à l'heure, il peut y avoir séparation de deux fluides magmatiques. Et cette séparation, parfois, a des conséquences métallogéniques importantes et va permettre notamment la formation de gisements de type nickel sulfuré. C'est ce que nous verrons à la fin de cette diapositive. Et puis, il y a un processus très important aussi, le processus hydrothermal. C'est un processus qui donne des minéralisations qui sont très très conséquentes. Hydrothermal, hydro pour eau, fluide en général, et thermal pour température. Donc, ce mécanisme va mettre en jeu des fluides qui sont chauds. Alors justement, ce mécanisme, on va le traiter un peu en détail parce que c'est un mécanisme qui est très très important. Les processus hydrothermaux. Un gisement qui va se former et qui va faire intervenir des fluides hydrothermaux nécessite donc la mise en jeu de ces fameux fluides. Ce sont des fluides qui sont aqueux, riches en eau, et chauds. Et ce sont des fluides qui sont souvent riches en sel, on appelle ça des saumures. Comment on a su que ces fluides, ces paléofluides étaient chauds et avaient ces caractéristiques? Il y a plusieurs techniques, parmi lesquelles une technique très puissante, c'est celle des inclusions fluides. Alors, normalement, en première partie de ce module, on vous a parlé un petit peu de ces fluides et de leurs caractéristiques et de la notion d'inclusion fluide. Alors, il me faut donc un fluide qui soit chaud et riche en sel. Pourquoi riche en sel? Parce qu'un fluide qui est chaud et riche en sel, c'est un fluide qui est corrosif. Il va attaquer une roche où nous avons par exemple des métaux qui sont dispersés, de l'or, de l'uranium, du titane, etc. Ce fluide qui est chaud et riche en sel, il va attaquer, digérer en quelque sorte ces roches,
et donc ça va lessiver ces métaux, ils seront lessivés, ils seront emportés par ce fluide. Donc vient la phase de transport. Ce fluide qui est chaud va transporter en équilibre ces éléments qui étaient dispersés. Alors, le transport peut se faire sous différentes manières. Souvent, c'est là, sous forme de complexe, que ces éléments sont transportés dans ce fluide qui est chaud. Puis après, la phase qui nous intéresse, c'est bien entendu la phase dépôt, parce que c'est la phase qui va nous former des gisements. Comment et dans quelles conditions ces minéralisations, ces éléments, ces substances utiles vont se déposer? Il faut qu'il y ait un changement, une rupture de l'équilibre. Alors, le fluide qui était chaud et riche en sel, la saumure, va transporter le métal, par exemple, sous forme de complexe ou en élément seul. Tant que les caractéristiques et les paramètres de ce fluide ne changent pas, l'élément sera transporté. Cette phase n'intéresse pas les géologues, parce que ce qui nous intéresse, c'est le dépôt. Quand est-ce que le fluide va déposer son contenu? Tout simplement lorsqu'il n'est plus capable de le transporter, c'est-à-dire par un changement des paramètres. Par exemple, une baisse de la température. Rappelez-vous que notre fluide de départ est chaud, il est riche en sel. Si je diminue la température de ce fluide, alors il n'est plus capable de transporter les éléments, il va les déposer et ça va former des concentrations. Je peux aussi changer la pression. Je peux faire interagir le fluide avec un encaissant et donc il y a un changement du potentiel redox. Alors le cas le plus illustrant, si vous voulez, de ce phénomène, c'est les gisements d'uranium. Alors on sait que l'uranium est transporté à l'état oxydé, donc sous différentes valences, uranium 4+, 5+, 6+. Donc lorsque le milieu oxydant, le fluide est oxydé, l'uranium est transporté. Alors lorsqu'il rencontre un milieu qui est réducteur, la solution, l'uranium va se déposer au milieu réducteur. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction entre un fluide qui est oxydé et un milieu qui est réducteur. Milieu réducteur, par exemple, une roche qui est riche en matière organique. Il y a beaucoup de pyrite, par exemple. Et donc, le fluide qui va transporter l'uranium, une fois il arrive dans cette zone, il va déposer son contenu. Par opposition, nous avons les gisements de fer. C'est l'inverse. Quand est-ce que le fer se dépose? Lorsque le milieu est oxydé. Vous le savez tous, c'est la rouille. Donc le fer est transporté sous forme dans un milieu qui est réducteur. Lorsque le milieu devient oxydant, on intègre par exemple un grès qui est oxydé, le fluide dépose son contenu ferrifère. Et puis il y a le changement aussi de la composition, de la salinité. N'oubliez pas que notre fluide de départ est riche en sel. Il suffit de le mélanger avec un fluide qui n'est pas salé, par exemple les eaux météoriques. Ce changement va perturber le système et donc le fluide n'est plus capable de transporter la minéralisation, il va la déposer. Donc, les processus hydrothermaux sont des processus qui vont régir, si vous voulez, un très grand nombre de types de gisements. Alors, autre notion, c'est la notion de gisement. Quelles sont les étapes de formation des gisements? Pour faire un gisement, il me faut une source. J'ai parlé tout à l'heure d'une roche où l'or, par exemple, est dispersé. Il faut que ces substances soient lessivées. Donc, il faut que ça soit attaqué par un fluide, par exemple. Donc, il va lessiver et collecter ces éléments. Il va transporter et puis il y a le dépôt. Alors, une autre phase qui vient après, c'est l'élimination du stérile, ce qu'on appelle aussi les remobilisations. C'est-à-dire, une fois que le gisement est formé, la concentration est formée, il peut y avoir des interventions ultérieures de fluides qui vont remobiliser ce stock et l'enrichir encore davantage. Donc, pour n'importe quel type de gisement, il faut penser à cette loi source, transport, dépôt et remobilisation. C'est ce qu'on va essayer de voir dans les différents types de gisements qu'on va traiter. Alors, dernière notion fondamentale importante, c'est la notion de la relation entre la tectonique des plaques ou la géodynamique et les gisements. J'ai dit tout à l'heure, au début de cet enregistrement, que les géologues connaissent maintenant, en gros, où se trouvent les différents types de minéralisation. Alors, en fonction des contextes géodynamiques, les contextes géodynamiques, vous les connaissez, c'est le contexte de dorsale océanique, subduction, collision continentale. Vous avez ici une collision continentale, vous avez ici les dorsales océaniques, vous avez ici la subduction, c'est-à-dire donc les plaques océaniques qui vont pénétrer sous les plaques continentales, et vous avez ici le contexte de plateforme continentale. Alors chacun de ces contextes est caractérisé par un type de gisement particulier.
Si vous voulez chercher beaucoup de cuivre, les porphyres cuivre, vous avez beaucoup de chances, plus de chances de les trouver au niveau des ondes de subduction. Si vous voulez chercher des amas sulfurés, riches en plomb, zinc, cuivre, etc., vous avez beaucoup de chances de les trouver dans un contexte de dorsal. Pas de dorsal actuel, mais de paléo-dorsal. Ça, les géologues, ils savent chercher. Si vous voulez des gisements de type Mississippi Valley, donc plomb, zinc ou CDX ou des hydrocarbures, ou des évaporites ou des gisements phosphatés, ou même les bifs qu'on a vu tout à l'heure, vous avez plus de chances de les trouver dans des paléoplateformes continentales. Donc c'est le contexte de plateforme continentale. Enfin, les fameux cratons, les structures stables. Dans ces structures, vous avez beaucoup de chances de trouver des gisements de type kimberlite diamantifère, les gisements de diamant, ou les chambres magmatiques, les paléochambres magmatiques qui vont donner les gisements de type chrome, nickel et platinoïde. On verra l'exemple tout à l'heure. Donc, il y a une relation intime entre les différents types de gisements et les contextes géodéliques. Premier contexte, on a dit, le contexte de dorsal. Dès que vous entendez dorsal, paléodorsal, pensez à deux grands types de concentration. Les VMS, Volcanic Massive Sulfides, ou plus communément appelés les amas sulfurés, des gisements de cuivre, zinc, plomb. Ou alors les nodules polymétalliques de fer et de manganèse. Là, vous avez des nodules qui sont sur le plancher océanique. Donc, ce type de gisement n'est pas encore bien connu, alors que les VMS sont très importants. On en a au Maroc, par exemple. Donc, dès que vous entendez dorsal, pensez à VMS et pensez à nodules polymétalliques. Dès que vous entendez subduction, vous parlez de subduction, alors là, vous avez beaucoup de chances de trouver des gisements de type porphyre cuprifère, des gisements de type or épithermal. Ce sont des gisements d'or, mais qui se forment à des profondeurs qui ne sont pas très importantes, des gisements d'or. L'or est toujours associé à l'argent et donc au mercure. Ou alors, une catégorie très importante de gisements de cuivre, ce sont les porphyres cuprifères. Un enregistrement sera consacré à l'étude de ce type de gisement. Alors là, vous avez dans le même contexte de subduction. Dans les zones qui sont relativement profondes, nous avons donc un pluton, et nous avons en relation avec ce pluton des concentrations importantes de cuivre. On verra les mécanismes plus tard. Et puis vous avez donc des filons épithermaux d'or, domaine de subduction, or, cuivre. Dans un contexte de subduction, donc là vous avez les types de minerais qu'on peut trouver, donc le cinabre qui est donc un sulfure de mercure, l'or natif qu'on peut trouver, ou l'électron qui est un amalgame naturel d'or et d'argent. Vous avez ici les principales minéralisations minerais de cuivre, la trovélite, la chalcopyrite, le cuivre natif et la bornite. On verra tout ça lorsqu'on parlera des gisements de type cuivre. Alors, dans un contexte de collision continentale, lorsqu'on accentue la subduction, on passe à la collision continentale. Et là, nous avons différents phénomènes qui vont se passer. Donc, nous avons beaucoup de cisaillements qui sont lithosphériques. Nous avons beaucoup de phénomènes magmatiques qui vont avoir lieu et beaucoup de métamorphismes. Alors, dès que vous entendez contexte de collision continentale, on a beaucoup de chances de trouver des gisements de type or, mais l'or mésothermal, c'est-à-dire des filons qui sont plus profonds d'or mésothermal, et surtout ce qu'on appelle les métaux-rares, qui sont en relation avec des magmas, souvent acides évolués. Ce sont les métaux-rares, on va les voir par la suite. Là, vous avez quelques exemples de minéralisation ou de minéraux contenant des métaux rares. Par exemple, le béryl qui contient donc du beryllium, la lépidolite qui est un mica qui est très riche en lithium, la cassitérite, donc oxyde d'étain, très riche en étain, l'elbaïte qui est une tourmaline qui est riche en lithium, et l'amblygonite qui est un phosphate riche en lithium, etc. Ce sont les principaux types de minerais ou de minéraux qu'on peut trouver dans un contexte de collision continentale en relation avec des magmas très évolués. Alors, autre contexte, le contexte de plateforme continentale. Là, nous avons deux parties. Donc, ce qui est, il y a des processus sédimentaires purs. Les CEDEX et les MVT, ce sont des types de gisements que vous avez vus en première partie, et les hydrocarbures. Alors, deuxième partie, les gisements qui se forment, les concentrations qui se forment par de la précipitation chimique. Les évaporites, sel, sulfate, les phosphates et les bifs dont on a parlé tout à l'heure et auxquels on va consacrer un enregistrement. Ce sont de très importants gisements de fer.
Là, vous avez donc les types de minéralisation qu'on peut trouver, donc les évaporites, les principaux, l'halite et le gypse. Là, vous avez le phénomène d'apoéline qui va être responsable de la formation des gisements de phosphate. Et là, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure, les fameuses alternances de niveau rouge riche en fer et de niveau blanc ou noir qui sont riches en silice. Ce sont les bifs. On va trouver beaucoup d'oxyde de fer. Alors enfin, dans le contexte de cratons stables, nous allons pouvoir trouver deux grands types de minéralisation. Ce qu'on appelle ce sont des espèces de chambres magmatiques énormes. Là, vous avez, lorsqu'on voit de loin, on a l'impression que c'est de la sédimentation. Alors, c'est une sédimentation, mais dans une chambre magmatique. Dans ces cratons, on trouve des méga-chambres magmatiques très très anciennes, archéennes, très riches, où on trouve beaucoup de minéralisation à base de chrome, nickel et PGE, Platinum Group Elements, les éléments du groupe du platine. On a aussi beaucoup de chance, comme c'est le cas en Afrique du Sud, de trouver beaucoup de kimberlite diamantifère, relatif au gisement de diamant. Alors, juste pour récapituler avant de passer à l'exemple, donc, dorsale océanique, VMS plus nodule ferro-manganesifère. Dans les zones de subduction, c'est des gisements à base de cuivre et d'or, mais l'or épithermal, faible profondeur. Lorsqu'on est dans les zones de cratons stables, on a beaucoup de chances de trouver des gisements de type nickel, chrome, PGE, nickel, le nickel sulfuré. Parce que tout à l'heure, on a parlé des exemples de gisements de nickel oxydé. Et puis les kimberlites diamantifères. Lorsqu'on est en contexte de plateforme continentale, nous avons une grande panoplie de gisements qu'on peut trouver de concentration. Les CEDEX et les MVT qui sont des gisements donc, de plomb, zinc dans des contextes différents, les hydrocarbures, les évaporites, les phosphates et les formations ferrifères rubanées. Et puis enfin, dans un contexte de collision continentale, nous trouvons essentiellement des gisements de type métaux rares ou ce qu'on appelle aussi l'or mésothermal. Alors, ce qui va nous amener à parler de quelques exemples. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur des gisements qui sont formés par la ségrégation magmatique. Rappelez-vous ce qu'on a dit au départ. Donc, on a parlé de la ségrégation magmatique, c'est-à-dire la cristallisation fractionnée et l'immiscibilité. On va voir deux types de gisements. Très très rapidement, parce qu'on n'a pas de temps. Donc, un type de gisement qui est lié à la cristallisation fractionnée et un type de gisement qui est lié donc à la liquation. Nous allons donc voir l'exemple des gisements magmatiques. On va voir deux exemples avec les deux mécanismes dont on a parlé tout à l'heure, la cristallisation fractionnée et l'immiscibilité. Alors, nous sommes en train de parler d'une catégorie très importante de gisements, ce sont les gisements magmatiques. Ils sont caractérisés par un vaste éventail, une grande diversité. Pourquoi? Parce que les roches magmatiques sont très diversifiées. Donc automatiquement, les gisements liés à ces roches sont très diversifiés. Les processus donc, sont essentiellement la cristallisation fractionnée et la liquation ou l'immiscibilité. Alors, c'est la source importante de nombreux types de minéralisation, tels que le chrome, le nickel, le platine et les éléments du groupe du platine. Alors, nous allons voir donc deux exemples. Les exemples de type nickel, chrome et PGE et l'exemple des gisements de type chrome. Il y a une relation intime entre le type de magmatisme et le type de minéralisation. Si vous voulez chercher des gisements de type nickel, chrome, PGE ou des gisements de type chrome, allez les chercher dans des roches de type basique et ultra-basique. Vous ne les trouverez jamais en association avec des roches magmatiques acides. Nous commencerons donc par l'exemple de gisements de type nickel sulfuré. On parle de nickel sulfuré, donc le soufre va jouer un rôle très très important. Alors le soufre est un élément qui est très très abondant dans les magmas basiques et ultra-basiques. Ce sont des magmas qui sont montéliques et donc très riches en soufre. Dans ces magmas, le soufre est soluble parce que la fugacité d'oxygène est faible. Alors lors de la montée de ces magmas, il se peut dans certaines conditions que la fugacité d'oxygène augmente et donc ceci va provoquer la diminution de la solubilité du soufre. Le soufre va donc se séparer, et en se séparant, il va former des gouttelettes qui sont très denses et qui vont collecter les métaux. Parmi les métaux qu'il aime collecter, le nickel. Vous savez tous que le nickel est un élément chalcophile, comme d'autres éléments. Chalcophile, ça veut dire qu'il a une grande affinité avec le soufre. Les gouttelettes vont le collecter et le sédimenter à la base de la chambre magmatique. Alors là, un exemple très connu dans le monde, c'est l'exemple du district de Kambalda en Australie. Vous avez ici un pluton qui est allongé,
très riche en roches basiques et ultra-basiques. En bleu, ce sont les roches ultra-basiques. Bleu clair, ce sont donc les basaltes. Et tout ce qui est noir, ce sont justement les minéralisations à base de nickel sulfuré. Nous voyons donc une relation spatiale intime entre les minéralisations et les roches basiques et ultra-basiques. Cette relation spatiale s'explique aussi par une relation génétique. Le mécanisme de formation est très lié à la formation de ces roches. C'est donc la liquation dans ce cas ou l'émissibilité. Donc, ce sont des roches particulières qu'on appelle les comatites. On va voir leurs caractéristiques tout de suite. Alors, ces comatites ou ces roches sont caractérisées par des teneurs très fortes en magnésium et des teneurs très faibles en silice. Température d'éduction très très importante et peut aller jusqu'à 1600, alors qu'on est à 1200 en moyenne dans les autres roches, dans les autres types de magma basiques et ultra-basiques. La viscosité qui est très très faible, ce sont des magmas avec un écoulement très très important et surtout un écoulement qui est turbulent. Toutes ces caractéristiques sont très importantes et vont permettre donc d'extraire le nickel à partir de ces magmas. Alors nous avons un système turbulent, le magma qui se met en place, qui est très très fluide, qui est très très chaud, qui est turbulent et donc il va provoquer une sorte d'érosion du substrat. Alors, avec cette érosion, donc nous avons une fusion, une assimilation de l'encaissement sédimentaire, et ceci va provoquer donc une contamination. La contamination, donc le magma qui va monter, il sera en relation avec des roches qui sont riches en oxygène, il va être contaminé. Qu'est-ce qui va se passer? La fugacité d'oxygène va augmenter. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le soufre est soluble dans un contexte de fugacité d'oxygène qui est faible. Si on a une contamination, la fugacité augmente et donc des gouttelettes de liquide sulfuré vont se séparer. Elles vont collecter le nickel, entre autres, et le déposer à la base de la chambre magmatique. Donc, la fugacité d'oxygène va jouer un rôle très très important. Il va donc se séparer un liquide sulfuré qui est immiscible. C'est le phénomène de l'immiscibilité. Alors, bien entendu, la température joue un rôle très important aussi. Donc, avec la baisse de la température, nous avons cette immiscibilité qui va provoquer la collecte de ce nickel et le sédimenter sous forme de nickel sulfuré. Alors, pour les chromites, pour les gisements à base de chrome, c'est l'autre mécanisme de ségrégation, c'est la cristallisation fractionnée. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une séparation solide-liquide, les cristaux qui se séparent à partir d'un liquide magmatique. Alors, le chrome aussi a des caractéristiques relativement semblables à celles du soufre. Donc le chrome, il a un coefficient de partage très très important en faveur de la phase solide. Il va aller s'incorporer dans les phases cristallines précoces telles que l'olivine dans les roches basiques et ultra-basiques. Et là aussi, nous allons voir que la fugacité d'oxygène va jouer un rôle très très important. Dans ce diagramme, qui va allier la température et la solubilité du chrome. Nous remarquons que plus la température diminue, le refroidissement, plus la solubilité du chrome diminue. Ça veut dire qu'il va précipiter. Pareil pour la fugacité d'oxygène. Dans ce sens, nous avons donc une augmentation de la fugacité d'oxygène. Donc, comme tout à l'heure, l'augmentation de la fugacité d'oxygène va provoquer l'augmentation, la diminution de la solubilité du chrome et son dépôt. Alors là, vous avez un exemple très très connu, c'est le Bushveld en Afrique du Sud. C'est un massif magmatique qui fait près de 67 000 km², pratiquement la surface de l'Irlande, et auxquels sont associées des minéralisations en chrome très très importantes, avec aussi des minéralisations de type platinoïde. Les mécanismes maintenant. Alors là, on va parler de la cristallisation fractionnée. Là, vous avez le diagramme quartz, olivine, chromite. C'est un diagramme qui va nous montrer l'évolution du magma lorsqu'il va cristalliser. Alors, le magma au départ, c'est un magma qui est montélique, basique et ultra-basique. Lorsqu'il va refroidir, il va cristalliser des minéraux de type olivine, les premiers minéraux qui vont se former. On est proche du pôle olivine. Avec le refroidissement, le système va tendre vers la ligne cotectique, vers la ligne d'équilibre. Donc pendant tout ce trajet, nous avons uniquement de l'olivine qui va se déposer. L'olivine, un minéral des roches basiques, ultra-basiques, ordinaires. Lorsque le système atteint donc la ligne cotectique, nous sommes à cheval sur le domaine de la chromite et de l'olivine. Donc ces deux minéraux vont se déposer ensemble. Et puis l'évolution se fait suivant la ligne cotectique jusqu'à ce que le magma donc résiduel va s'enrichir en quartz, va se déposer du pyroxène. Donc en suivant cette évolution qui est normale,
ça n'explique pas le dépôt de niveaux très riches en chromite. Pour avoir des niveaux comme ça, épais en chromite, il faut un mécanisme très très fort qui va nous permettre le dépôt de la chromite seul. Quels sont ces mécanismes? Nous avons deux possibilités. La première, c'est une contamination par un encaissant siliceux. Pourquoi siliceux? Riche en quartz et CO2, donc oxygéné. Ça va permettre l'augmentation de la fugacité d'oxygène. Au départ, nous avons un magma qui est basique, la composition est là, la composition primitive est là. Refroidissement, donc cristallisation normale des minéraux ferromagnésiens comme l'olivine. On arrive donc à la ligne protectique, dépôt concomitant de la chromite et de l'olivine, pas très important jusque-là pour nous. Puis l'évolution selon la ligne protectique, mais à un certain moment, ce magma peut rencontrer un milieu riche en silice. Qu'est-ce qui va se passer pour sa composition? Alors elle va sauter d'ici à ici, puisqu'elle va s'enrichir en quartz. Alors lorsque je tombe dans ce domaine, vous voyez, on est dans le domaine de la chromite. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est la chromite seule qui va se déposer. Et c'est ce qui nous intéresse. Pendant le refroidissement, nous avons toujours évolution vers l'équilibre, donc vers la ligne protective. Pendant tout ce trajet, qu'est-ce qui va se déposer? Uniquement de la chromite. C'est ce qui va expliquer un dépôt consistant de la chromite. Et puis, l'évolution continue dans son sens normal. Donc, premier phénomène, c'est la contamination. Magma basique riche en soufre, riche aussi en chrome qui est soluble. L'augmentation, contamination, augmentation de la fugacité d'oxygène et donc dépôt de la chromite. Deuxième phénomène, c'est un mélange de magma. Le principe est pratiquement le même. Nous avons notre magma primitif qui fait cristalliser des minéraux ferromagnésiens au cours du refroidissement. À un certain moment, toujours à l'état magmatique, nous avons un mélange de magma. Peut-être qu'il se peut que notre magma ultrabasique va rencontrer un magma acide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La composition initiale était là. Elle va sauter. Donc, nous avons un mélange entre un magma acide et un magma basique. Ça va nous donner un magma hybride, mélange. Donc, elle va tomber ici, dans le domaine de la chromite. Ça veut dire que dans ce domaine, il n'y a que la chromite qui va se déposer. Elle va former des niveaux qui sont importants. Durant ce trajet-là, il n'y aura que la chromite qui va se déposer, et donc nous aurons des niveaux de chromite. Vous allez me dire, mais le trajet est court. Mais n'oubliez pas qu'on a affaire à un massif qui fait 67 000 km. Donc imaginez le volume de magma qui est mis en jeu. Donc ça va permettre le dépôt de quantités énormes de chromite sous forme de action. Voilà, chers étudiants, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain enregistrement pour d'autres types de gisements. Alors le support est téléchargeable sur le lien que vous avez ici. Merci.